Son objectif suivant, poursuivre la campagne entamée par Philippe II contre l'Empire perse, dont les préparatifs sont en cours depuis 2 ans. Au printemps 334 avant notre ère, l'armée d'Alexandre est fin prête. La mission dont il est chargé par ses alliés grecs est claire. Le roi doit libérer les provinces d'Asie mineure occupées par les Perses, où sont établis de nombreux Grecs. Alexandre veut suivre l'exemple d'Achille, le héros de la légende. Comme lui, il compte bien apporter la victoire aux Grecs. L'offensive débute au printemps 334. Sur les rives du fleuve Granique, une armée de mercenaires tente de barrer la route aux troupes d'Alexandre. Une violente bataille s'engage entre les deux camps. Grâce à son courage et à ses talents de stratège, Alexandre remporte sa première victoire face à l'armée perse, pourtant supérieure en nombre. À la cour de Babylone, le roi Darius III réalise qu'il a sous-estimé l'assaillant macédonien. Rassemble nos troupes et annonce-leur que leur roi va partir en guerre. L'immense empire perse s'étend des frontières de la Grèce jusqu'aux confins du monde connu, l'Inde, en passant par l'actuelle Turquie et les États de l'Est du bassin méditerranéen. Sur ce territoire de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, se succèdent montagnes, oueds et déserts, jungles impénétrables et côtes sauvages battues par les vagues. Persépolis était jadis la somptueuse capitale de l'Empire et le centre religieux du pays. Le site archéologique est situé au sud de l'actuel Iran. On devine la splendeur des palais d'antan et la toute-puissance de leurs bâtisseurs. Les bas-reliefs témoignent des nombreuses nationalités qui coexistaient au sein de l'Empire. Syriens, Égyptiens et Indiens, sans oublier les Arabes. Tous se sont rassemblés pour offrir des cadeaux au grand roi Darius à l'occasion de la fête du Nouvel An. L'Empire perse fait figure d'exemple. Les peuples les plus divers y coexistent de façon pacifique. Durant la première année de la campagne, Alexandre et son armée se concentrent sur la reconquête des anciennes colonies grecques. En l'espace de quelques mois, il libère plusieurs cités grecques de la côte ionienne. Éphèse, Milet, Halicarnasse, Xanthe et Sidée. Il contrôle déjà une grande partie de la Turquie actuelle lorsqu'il établit ses quartiers d'hiver à Gordion. Pendant ce temps, le roi Darius organise la résistance contre l'envahisseur. À l'automne 333 avant notre ère, il masse ses troupes dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie actuelle pour affronter Alexandre. Ce dernier, impatient de se mesurer au grand roi, met en marche ses troupes. Mais dans son empressement, il dépasse les Perses, se retrouvant ainsi dans une situation dangereuse. Ces derniers effectuent alors une manœuvre destinée à empêcher les Macédoniens de faire demi-tour. Les belligérants vont s'affronter dans la plaine d'Issos. Le roi de Macédoine, l'homme le plus puissant de Grèce, se retrouve face au roi des rois, Darius, qui commande une armée de 70 000 soldats. Darius, fort de la supériorité numérique de son armée, est certain de remporter la victoire. Quant à Alexandre, il table sur l'expérience de ses compagnons, l'équipement de ses troupes et la rapidité de sa cavalerie. Une fois l'assaut donné, une bataille sans merci s'engage entre les deux camps. Le sarcophage d'Alexandre est orné d'une évocation de la bataille d'Issos, dont il est le héros. Les bas-reliefs illustrent le déroulement du combat. Les Perses prennent d'abord le dessus, mettant les Macédoniens en difficulté, mais grâce aux qualités de commandement hors pair d'Alexandre, son armée parvient à réaliser une percée. En situation de combat rapproché, les Macédoniens sont supérieurs aux Perses. Alexandre décide donc d'assaillir lui-même son ennemi, sans envoyer la cavalerie.
Darius prend alors la fuite et son armée est en déroute. Plutôt que de pourchasser Darius, Alexandre décide de poursuivre sa conquête vers le sud. Afin de prévenir toute attaque par l'arrière, il veut soumettre les cités phéniciennes des rives de la Méditerranée, alors alliées du roi perse. La plupart des cités l'accueillent en libérateur, à l'exception de Tyr qui lui résiste pendant plusieurs mois. Alexandre exerce alors une violente répression contre la cité rebelle. Le roi de Macédoine entre ensuite en Égypte, occupée par les Perses. De nombreux Grecs admirent l'empire des pharaons. Et la conquête de l'Égypte assure à Alexandre un prestige considérable dans sa patrie. Il ne pénètre pas dans ce pays en vainqueur, mais se contente d'y visiter les temples et de prier les dieux égyptiens. Aussi, il est accueilli comme le libérateur du joug perse et reçoit des honneurs dignes d'un pharaon. Les Égyptiens le considèrent même comme le fils du dieu soleil, Amon-Ré. Alexandre y voit la confirmation de son rang divin. Le roi de Macédoine entend laisser un symbole fort de son passage en Égypte. À cette fin, il fonde la ville qui porte son nom, Alexandrie. Elle deviendra l'une des plus importantes métropoles de la Méditerranée. Le souverain fait bâtir au total une dizaine de villes. Si Alexandrie n'est ni la première ni la dernière, elle est la plus grande et la plus prestigieuse. Alexandre a en tête encore d'autres richesses qui se trouvent dans le royaume perse. Au printemps 331 avant notre ère, il rassemble à nouveau ses troupes. Rien ne peut l'arrêter, pas même l'offre de paix faite par le roi Darius. Alexandre franchit l'Euphrate, puis avance vers l'est, en direction du Tigre. Darius l'attend près de Gaugamélès, dans l'actuel Irak. Cette fois-ci, le roi perse a choisi un terrain plus favorable pour la bataille, une vaste plaine où son armée pourra pleinement se déployer. L'immense armée de Darius s'étire sur 5 kilomètres. Une attaque frontale serait vouée à l'échec. Alexandre opte alors pour une manœuvre de diversion. La cavalerie d'Alexandre avance d'abord parallèlement aux lignes de l'infanterie perse, tandis que ses fantassins lancent un assaut au centre. La stratégie d'Alexandre consiste à feindre de contourner les Perses pour mieux les diviser. À cette fin, il les attire derrière lui jusqu'à ce qu'une brèche s'ouvre dans la ligne de front. À ce moment, ses cavaliers changent brusquement de direction. Ils s'enfoncent dans la brèche pour assaillir Darius. Seule la garde rapprochée du roi leur barre encore le passage. Immobile, Darius voit alors Alexandre et ses cavaliers fondre sur lui. Comme à Issos, Darius s'enfuit avec sa garde. Cette déroute scelle définitivement la défaite des Perses. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre entre en vainqueur à Babylone, la plus importante métropole de l'Orient. Il y est accueilli par une foule en liesse. Babylone est riche d'une histoire plus que millénaire. L'un des édifices les plus célèbres de la ville est le temple dédié au culte du dieu Marduk, qui aurait inspiré le mythe de la tour de Babel. C'est comme je te l'avais dit. Sa tente n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attendait sur place. Incroyable. La grande et fière Athènes paraît bien insipide comparée à Babylone. Cette cité est de loin la plus extraordinaire de toutes celles que mes yeux ont contemplées. Jusqu'à présent, Alexandre et Héphaïstion ne connaissaient Babylone et l'Empire perse que par des récits. Ils découvrent une cité luxueuse qui ne correspond pas aux descriptions qu'en avait faites leur précepteur Aristote. Ce dernier pensait que Perses et Babyloniens étaient des barbares. Or, Alexandre découvre une réalité bien différente. Babylone est le berceau d'une civilisation raffinée.
le souverain du petit royaume de Macédoine est parvenu à ses fins. Il va régner sur l'empire universel de Perse. Alexandre veut installer le siège de son pouvoir à Babylone et faire bâtir de nouveaux monuments pour embellir encore la ville. Et dire qu'Aristote osait qualifier les Babyloniens de barbares. Aristote n'a jamais eu la chance de voir leur cité. Si les barbares sont capables d'autant de prouesses, alors je veux bien être leur roi.